Bonjour, je retourne à Bordeaux avec un joli Margaux, le château Marquis de Termes, quatrième grand cru classé. Donc, nous sommes donc dans le Médoc, en millésime 2015. Et je vais profiter, si l'on peut dire, des problèmes que nous avons aujourd'hui d'inondation dans ce département pour vous parler de ce qu'a mis en place le gouvernement en association avec les collectivités locales. Et vous verrez que ce sujet n'a pas été abordé sous cet angle dans les médias d'ailleurs. À la fois c'est un peu rassurant parce qu'on s'aperçoit que les gens ont pris conscience de ces dangers-là, mais on est encore un peu dépassé par les événements malheureusement. Je commence donc par ce Margaux dans ce très beau millésime 2015 dont je vous ai déjà montré quelques exemples. Je vous signale d'ailleurs que pour un millésime solaire, très beau d'ailleurs, les vendanges ont été assez tardives. Donc pour ce Margaux, eh bien, c'est du 10 septembre au 4 octobre. En général, les grands millésimes sont plutôt précoces. Et ben, vous voyez, il y a des contre-exemples. Et puis, qui dit soleil, dit alcool, et évidemment, celui-là affiche 14 degrés. La question de savoir si aujourd'hui, face à un millésime équivalent, est-ce qu'on vendangerait un peu plus tôt pour limiter le taux de sucre ou pas? Ça, j'en sais rien du tout. C'est les professionnels qui le savent, mais je sais qu'ils ont beaucoup de problèmes, notamment avec les merlots, où le sucre s'affole très vite dès que la maturité dans ces années très chaudes se précise. Donc, nous allons donc goûter ce Marquis de Termes. Il a été mis en bouteille en juin 17. Voilà, ça vous donne à peu près une idée de durée d'élevage. Il faut parler aussi de Ludovic David, qui est le directeur technique, même directeur général de ce château depuis une quinzaine d'années. C'est quelqu'un qui en fait n'est pas originaire de la région, il est originaire de Normandie. Il a eu des expériences professionnelles dans l'agroalimentaire et puis progressivement, au fil de stage, il s'est pris de passion pour les vins de Bordeaux. Il a travaillé d'abord en rive droite et puis maintenant en rive gauche avec Marquis de Termes. Il a contribué à affiner les vinifications naturellement, qui deviennent parcellaires maintenant, c'est-à-dire qu'autrefois, si vous voulez, on vinifiait naturellement séparément les cépages. Et maintenant, on est passé le degré au-dessus, c'est-à-dire qu'on vinifie parcelle par parcelle pour avoir des assemblages les plus fins possibles. Ceci étant, il n'est pas le seul à faire ça aujourd'hui dans les châteaux, peu s'en faut. Mais si vous voulez, tous les châteaux n'évoluent pas au même rythme, au point de vue technique, ce qui explique certaines différences à travers les années, bien sûr. L'encépagement, eh bien, on est dans le classique, avec 2 tiers de Cabernet Sauvignon, 1 tiers de Merlot et le reste en petits verres d'eau. Petit verre d'eau qui d'ailleurs a été récolté dans de bonnes conditions dans ce millésime. Quand on parcourt les fiches techniques qui, je vous le rappelle, concernent le vin à la mise en bouteille, se sont montrés très enthousiastes pour ce millésime, considérant que chez eux, il était supérieur à 2009 et 2010, ce qui est peut-être un peu ambitieux. On va goûter ça et on va voir. Ils ont aussi proposé, il y a peu de temps, une cuvée qu'ils appellent numéro 9, où ils se livrent à une petite expérience, où sur une petite quantité, ils vont vinifier en barrique et élever en cuve, et ils vont inverser les pourcentages de cépage. Bon, à quoi ça rime tout ça? Je suis assez sceptique, je pense que ça fait des siècles qu'on a exploré tout ça. Ceci étant, se vinifier en barrique les grappes entières et ensuite donc les presser me rappelle à bien des égards les macérations carboniques du Beaujolais. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais été sur place un peu plus loin, un peu plus à l'ouest de Pauillac, à Saint-Sauveur, où il y a un château qui s'appelle Hourtin-Ducasse, qui est un cru bourgeois, qui a une certaine réputation. Et le propriétaire était quelqu'un de très curieux et qui se livrait à des tas d'expériences, et notamment, il avait comme ça vinifié en grappes entières les barriques, c'est-à-dire que si vous voulez, le vin fermente dans ces barriques directement. Et bon, je n'ai pas été très convaincu d'ailleurs par ce que j'ai goûté. Je pense que tout ça n'aura pas de lendemain, mais enfin bon.
Ça leur fait des cuvées spéciales et puis un peu, disons-le, de buzz commercial, c'est évident. Nous allons donc goûter ce Marquis de Termes. Les sols là-bas, eh bien, on retrouve toujours ces 3 composantes en médoc, hein, avec des proportions très variables suivant leur situation. Dominante de grave, c'est gros galets bien sûr, mais aussi un peu de sable et d'argile, avec tous ces dépôts qui ont eu lieu au fil du temps le long de la Gironde. Goûtons donc ce Marquis de Termes 2015. Là tout de suite, on a une très grande concentration. Et là, on se doute qu'on a affaire à un grand millésime, c'est évident. Voilà. Une note très forte, très intense de réglisse, de mûre. Cerise framboise, tout y passe en fait. Hein. Les notes boisées sont extrêmement fines. On comprend tout de suite qu'on a eu affaire à des barriques de très belle qualité. Oui, ça fait vraiment crème de cassis. Floral aussi. Ça c'est très bon, c'est très concentré. Hein. Les tanins, bien sûr, sont encore très, très puissants, mais ça n'empêche pas d'y déceler de la finesse. Hein. Là, c'est vrai qu'on arrive un peu tôt. Hein. C'est aussi le signe du grand millésime, hein, puisqu'en fait, le vin a 10 ans. Hein. Il y a eu 10 ans à l'automne. Et là, il est encore extrêmement compact, encore plein de devenir. Très bon à goûter aujourd'hui, hein, c'est évident. Vous aurez même, à mon avis, l'aérer, ce serait certainement encore plus agréable comme ça. 2015 est vraiment un millésime qui m'intéresse beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit, on le paye pas trop cher actuellement. On en trouve encore. Pourquoi ? Parce que les stocks tournent très lentement maintenant. Et d'ailleurs, j'attends avec une certaine curiosité les primeurs du mois d'avril, donc sur le millésime 2025. Et on va voir si les cartes sont rebattues un peu entre la propriété et le négoce. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Passons donc à ce que nous connaissons actuellement avec ces inondations qui sont très impressionnantes. Là, j'ai vu des photos de Langon, où je me rends en général quand je vais sur Bordeaux. Tous les quais sont recouverts d'eau. C'est assez impressionnant. Alors, on peut se demander ce qui se passe sur l'estuaire lui-même. Et parce qu'effectivement, il y a beaucoup de zones inondables. Hein. Le Médoc, c'est que des petites croupes qui doivent culminer à 30 mètres et qui s'abaissent lentement jusqu'aux rives du fleuve. De l'autre côté, ça se présente assez différemment. Les vignobles ne descendent pas jusqu'au fleuve. Il y a des petites falaises, etc. Mais il peut y avoir des problèmes, notamment, vous savez qu'il y a la centrale du Blayais, à peu près au milieu de l'estuaire, à peu près, enfin au milieu, dans l'axe nord-sud. Et il est possible que tout ça pose des problèmes. Alors, il faut savoir que depuis les années 2000, les pouvoirs publics se sont inquiétés quand même de ces risques d'inondation. Et malheureusement, ils ont tout à fait raison. Et ils ont mis en place des programmes en coordination avec les collectivités locales et les mairies, des programmes qu'on appelle PAPI. C'est des programmes d'action et de prévention des inondations, voilà les initiales. Alors ils sont numérotés parce qu'ils ont été révisés au fil du temps. Et quand on regarde une carte de risque d'inondation sur cet estuaire, eh ben, c'est très important et ça descend presque jusqu'à la ville de Bordeaux. Et des deux côtés. La question est de savoir, dans les années qui viennent, qu'est-ce qui va se passer. Vous savez qu'il y a des polémiques, notamment à Lot-et-Garonne, avec des ruptures de digues, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent ? Eh ben, ça risque d'être de plus en plus fréquent, tous les scientifiques le disent. Et si les pouvoirs publics ne mettent pas le paquet, ce qui sous-entendu d'ailleurs des dépenses importantes, vous en doutez, je pense qu'une des raisons qui pourrait bien rebattre l'aménagement du territoire, si vous voulez, c'est tout simplement les assureurs. Maintenant, il y a des communes qui n'arrivent plus à s'assurer en tant que communes. Et pour les particuliers, ça va devenir de plus en plus compliqué.
Si vous envisagez d'acheter une maison dans un endroit qui craint, bon, bien sûr, ça va être indiqué dans l'acte notarié. Mais si vous contactez votre assureur et qu'il vous dit « Moi, mon cher monsieur, ma chère madame, je n'assurerai pas votre maison », eh bien, vous allez laisser tomber. Donc ça risque de se produire de plus en plus et d'amener donc une urbanisation très différente, avec des gros dégâts pour les gens qui ne peuvent plus vendre. C'est ça le risque majeur économique, entre autres. Il faudrait aussi parler des cultures, mais enfin c'est un autre sujet. Voilà, à bientôt.